Добрый день, уважаемые коллеги. Bonjour, madame, monsieur. Значит, вашему вниманию Bonjour, chers представляется... collègues. Donc, je vais vous parler de déséquilibre du secteur de la recherche et du développement dans le contexte des tensions géopolitiques, des tendances, des priorités et des défis pour la Russie. Donc, il faut faire une petite introduction. En fait, on a déjà traité ce sujet il y a 3 sessions, je crois. Donc, on avait posé les bases théoriques et en fait, on a dit surtout que l'économie d'innovation que nous avons vue pendant les 10 dernières années arrête d'être aussi efficace qu'auparavant. Et donc, en fait, il faut d'autres innovations, mais qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore apparues. Donc là, c'est du point de vue théorique. Et quand on pense que tous les problèmes peuvent être résolus grâce au progrès technologique, c'est une illusion. Et nous acceptons le fait, et le gouvernement russe l'accepte également, c'est que ce qui a été fait pendant les 30 dernières années est arrivé à une sorte de limite. Donc on a peut-être épuisé ce potentiel et pendant la première dizaine d'années, disons, on se disait qu'il faut répéter les expériences des pays développés. Donc, on a parlé, par exemple, de Skolkovo dans l'intervention précédente. Effectivement, c'est une tentative de créer cette économie d'innovation. Et à l'époque, je disais, et je le redis aujourd'hui, que cette économie, elle est globale et il n'y a qu'un seul leader, c'est les États-Unis. On ne pourra pas répéter le succès de la Silicon Valley. Donc, on peut se baser sur les expériences du Japon. Elle a eu un certain succès, mais il n'est pas arrivé au niveau des États-Unis non plus. Donc, c'est quelque chose qui découle de la nature même de cette économie d'innovation. Et en 2023, on a eu quelques espoirs sur le fait que la politique peut changer, mais il est trop tôt de parler des choses plus empiriques. Donc, nous avons commencé une nouvelle étape de recherche. Et donc, dans cette intervention, avec mon collègue Nicolas Ganichev, nous allons vous parler de ce que nous avons réussi à comprendre de ce qui est en train de se passer et ce qui peut se passer. Mais pour avoir des réponses concrètes sur les deux années à venir, il faut avoir plus de données. Donc, moi, je suis très contente d'avoir entendu ce qu'a dit Valentina, par exemple, parce qu'effectivement, les interviews peuvent être très intéressantes parce qu'elles nous donnent un aperçu beaucoup plus rapide sur ce qui se passe que des statistiques officielles ou autres données. Donc là, je voulais vous dire tout d'abord que si l'on regarde globalement les ressources, quelles sont les ressources allouées, on va dire, au secteur du développement et de la recherche. C'est une part minime. On est à 1% à peu près du PIB de la Russie. Donc, il y a des petites variations. Et le gouvernement nous dit qu'ils font des efforts pour augmenter le financement des sciences et des développements. Ce n'est pas vrai. Donc, on a eu un pic en 2017 et la science civile arrive qu'à 0,4%. Donc, on a eu une petite augmentation en 2023, d'après les estimations. Nous aurons peut-être une petite croissance aussi en 2024 avec des soutiens budgétaires et nous allons voir peut-être les fruits des programmes qui ont été lancés. Donc là, on a un petit espoir d'avoir un peu plus de ressources ici. Mais encore une fois, si on compare cela au niveau mondial, 1%, c'est minime en termes de base de ressources. Donc là, c'est un petit commentaire sur les tendances et je pense que
c'est une tendance qui est assez négative dans le sens où on voit une décroissance de nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc, dans le secteur de connaissances, on ne pourra pas remplacer les personnes par l'intelligence artificielle parce qu'il faut toujours avoir du personnel qualifié. Il faut avoir une diversité de connaissances pour les développements futurs. La science fondamentale et les sciences plus techniques. Donc, en fait, si on n'investit pas dans la formation, dans l'éducation, on aura une tendance très négative. Donc, là, on nous dit qu'il y a des nouveaux chercheurs qui arrivent. Et c'est vrai, mais après, on peut se poser la question de quelles connaissances ils apportent. Donc là, si l'on compare la place de la Russie dans le monde, vous voyez donc les données, il y a différentes estimations, mais on compare ici la part du secteur à haute technologie dans le marché, dans l'économie. Et ici, nous nous retrouvons à la 5e et parfois à la 9e place. Et si l'on prend en compte la méthode du ministère de l'Éducation, on voit que la Russie est sur la 8e place. Donc, c'est peut-être pas catastrophique, mais en même temps, ces méthodes ne prennent pas en compte le secteur de l'industrie militaire. Et c'est là, en fait, que la science appliquée est vraiment appliquée, on va dire, dans la production. Donc, cela veut dire qu'il y a beaucoup plus de pression, pour ainsi dire, administrative dans ce secteur. Donc là, si on compare la place de la Russie avec la place des autres pays, OK, si l'on croit qu'on est à la 8e place, on peut se baser dessus. Ensuite, quelles sont les tendances mondiales? Donc, nous avons pris les données de l'OCDE, de l'UNESCO, ensuite les bases de données de l'Amérique latine, qui était assez intéressante, assez détaillée. Et ensuite, nous avons une base de données sur 2500 entreprises qui investissent massivement dans la recherche et le développement. Nous les avons séparés en différents secteurs, en différents groupes. Donc, bien sûr, c'est le secteur numérique. Après, il y a le biotech, le secteur automobile. Et ensuite, nous les avons divisés en différents pays, groupes de pays neutres avec lesquels la Russie peut coopérer ou d'autres pays avec lesquels la Russie ne pourra pas coopérer dans le futur proche. Donc, qu'est-ce que nous avons obtenu? Alors, tout d'abord, si on regarde les bases de données, les bases globales et les bases des entreprises, on peut voir clairement qu'on a eu une accélération très évidente des années 2012-2016. Ça a commencé avec la Chine. À partir de 2012, après, les États-Unis ont rejoint cette course. Et je pense qu'il y a beaucoup de cette question des politiques de souveraineté numérique. Et c'est une discussion très, très active. Ces dépenses ne sont pas des dépenses aléatoires. Tout le monde parle des technologies, mais en fait, cette course, c'est une course géopolitique et non pas seulement technologique. Nous supposons que si certaines tendances sont prolongées, on peut voir une croissance de la base en ressources de ce secteur. Vers 2030, on aura un pic autour de 4,4 trillions de dollars en prix courant, y compris l'inflation. Donc, ajuster à l'inflation parce que l'inflation va s'accroître, on ne pourrait pas l'étendre si vite. Ce serait
autour de 1% du PIB global, mais dans certains pays, ça va être plus élevé par rapport à leur PIB. Dans des pays tels que la Corée du Sud, ce serait un des leaders. Il y a bien sûr des limites. Il y a une croissance très très forte à partir de 2012. Ce sont la Chine et les États-Unis qui participent surtout à cette course et pour l'instant, l'Europe n'y participe pas beaucoup, mais ça va arriver. Et donc, l'idée, c'est que cette course a commencé il y a quelques années, mais ce qui, pendant cette période très, très courte, pourrait avoir en effet un résultat, va avoir beaucoup plus de résultats dans le futur. Dans les pays amicaux, on pourrait voir une assez grande croissance de plus de 250 milliards. C'est assez significatif comparé à 2012, mais ce n'est pas énormément comparé par rapport aux chiffres globaux. Si on regarde les différents éléments en fonction des par entreprise, on voit qu'il y a trois leaders. Ce sont les technologies digitales, les entreprises pharmaceutiques et tout ce qui est lié aux microélectroniques et aux automobiles. Tous les autres secteurs ne sont pas suffisamment financés. C'est un manque de financement principal. Et on a comparé le ratio de CAPEX et des profits. Et donc, on voit que la tendance des quelques dernières années montre que seulement les entreprises informatiques peuvent avoir des rendements sur leur investissement en développement. Et pour les autres entreprises, ça va être plutôt quelque chose qui apporte des dépenses et non pas des profits. Donc, mes collègues ont parlé des enquêtes faites, y compris aux entreprises informatiques, mais on va à ce secteur d'informatique qui va vraiment pousser, qui va être à l'avant de toute l'économie. Dans beaucoup de pays, c'est vraiment des secteurs leaders. Si l'on considère ce secteur plus en détail, donc, et si on parle de la production des appareils électroniques et aussi des services, ce sont les services surtout qui sont le plus rentables, super rentables. Ce sont les réseaux sociaux, ce sont d'autres applications et sur les quelques années prochaines, tous ces services vont rester très en demande. C'est une croissance énorme, mais seulement dans ce secteur. Pour le reste, ce n'est pas le cas. Et ensuite, en ce qui concerne la course entre la Chine et les États-Unis, la Chine devient un des leaders technologiques en plusieurs domaines. C'est lié à l'économie même de la Chine, et c'est la deuxième économie du monde, et la dynamique est supérieure à celle de l'économie américaine. Et la Chine est vraiment à l'avant. Pour certains secteurs, on voit une réussite locale de la Chine sur les quelques dernières années, mais combien est-ce que cette réussite pourrait durer? Parce qu'il s'agit des questions plutôt liées à la culture ici, parce que les Chinois démontrent des réussites dans un nombre de secteurs. Ce sont les Chinois qui ont fait leurs études en Russie et en Occident. Et ils ont une approche, une réflexion tout à fait différente. À quel point le fait d'emprunter ces modèles, ces approches de réflexion ingénieure, combien de temps cela pourrait durer? On ne sait pas encore.
Et allons passer aux conclusions pour économiser le temps. Avec mon collègue, on dit que l'expérience des pays industrialisés qui démontrent des réussites telles que la Corée, Taïwan, la Chine. Pour la Russie, cette voie est fermée parce que la Russie n'arriverait pas à se réorienter complètement vers la Chine. Elle va plutôt collaborer avec le Sud global. Le Sud global, ce sont les pays avec des intérêts tout à fait différents. Ce sont des pays très, très divers. Mais cela permet une autonomie de la politique. Et ici, je pense que c'est ici que je peux vous montrer que ces deux zones technologiques commencent à se briser. Pourquoi est-ce que la Russie cherche cette autonomie? Parce qu'il y a des différents standards. Les standards de la Chine, les standards des États-Unis sont différents. Cela veut dire qu'il y a un dédoublage des technologies, dédoublement des technologies, et il y aura également des secteurs où on pourra adopter des standards universels. Pour l'instant, il y a seulement un secteur, c'est tout ce qui concerne l'espace. Là, comme vous savez, la collaboration se poursuit avec la station spatiale internationale. Donc, on des Américains va faire partie d'une mission russe et un Russe va faire partie d'une mission américaine cette année. Et donc, il y a des projets d'une nouvelle mission qui devrait être mise en place vers 2030. Cette mission sera bien sûr internationale. Mais on ne sait pas si la collaboration pourrait se poursuivre dans d'autres secteurs. Qu'est-ce que le gouvernement russe fait pour résoudre les problèmes auxquels il fait face? Donc, on va voir une loi sur la politique technologique. On divise les technologies en deux groupes. Donc, des technologies qui donnent des solutions à court terme, à 3, 4, 5 ans. Donc, quand mon collègue parlait de la politique monétaire, il disait qu'elle sera liée étroitement à la nouvelle politique industrielle. Donc, c'est la création des chaînes, c'est la création des produits de haute technologie, tout ce qui a été perdu sur les quelques dernières années. Si on parle de la haute technologie, c'est l'aviation, donc le redressement de l'aviation, le chantier naval, la construction navale. Et selon nos estimations, si l'on parle par exemple de l'aviation, un peu plus tard que le plan du gouvernement le fixe, on va produire quand même vers l'année 2032, 33, avec un petit retard, on va pouvoir substituer les avions étrangers avec des avions russes. Et la solution, la tâche sera faite. Et la Russie pourrait prendre la 3e place au monde en aviation après les États-Unis et l'Europe, l'Union européenne, mais la Chine va faire partie de cette course-ci. Donc, il y a un projet de développement d'aviation avec la Chine et c'est un projet qui est en pause, qui est suspendu parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les technologies. Et le deuxième groupe de technologies, ce sont les technologies du lendemain. C'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, les matériaux innovants. Et ici, on a 11
méga projets lancés. On a des roadmaps, mais on n'a pas de données sur ces projets. Donc, toute discussion qu'on peut avoir là maintenant va être trop abstraite. Je pourrais seulement faire la remarque en disant que j'ai lu la presse américaine à la fin de l'année dernière. J'ai vu les paroles des dirigeants des concerns d'automobiles qui disaient que l'introduction de l'intelligence artificielle dans le transport de marchandises qui a été planifiée, ce n'est pas rentable. On aura un autre niveau, plus beau marché avec des fonctions limitées, parce que là, on a affaire à des très hautes technologies, mais c'est très, très dur, c'est très coûteux d'exploiter. Les vraies personnes en tant que conducteurs de ces camions, c'est moins cher. Donc, il y a ce système déséquilibré. Ça commence à se mettre en place, mais on espère qu'un jour ce déséquilibre prenne fin et j'espère que voilà, l'Europe va aussi changer son cours après 2030 et je voudrais remercier tout le monde pour leur attention. Merci et je suis prêt à répondre à vos questions. Jacques dans le bureau a une question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention qui était extrêmement intéressante. Et je voudrais faire une remarque et vous poser une question. La remarque, c'est que l'histoire disons, de l'accession des pays à des techniques et à des technologies. Je rappelle qu'en français, la technologie, c'est l'art de savoir utiliser une technique et que donc technique et technologie sont bien distinctes. Bon, la capacité des pays à accéder à des techniques et des technologies qui ont été monopolisées par d'autres pays est un vrai problème qui a été traité par divers auteurs. Et je rappelle ici ce qu'en a écrit Alexandre Gerschenkron dans les années 50, où il explique et il démontre même à travers toute une série d'exemples qu'un pays qui arrive en retard par rapport au développement d'une technologie voit sa route bloquée par les pays déjà avancés, dans notre cas ce sont les États-Unis, et qu'il ne peut rattraper ce pays qu'en utilisant des méthodes largement différentes des méthodes utilisées par ce pays. Autrement dit, on ne peut jamais imiter un pays leader. Ça, c'est un point extrêmement important. Alors maintenant, ma question, elle est très simple. Pourquoi vous n'avez pas analysé la production mondiale de brevets? Alors, production mondiale de brevets, à mon avis, les dernières statistiques fiables que nous avons datent de 2019, et c'est très intéressant parce qu'on voit que la Chine représente 60% des brevets mondiaux, je dis bien 60%, suivi par les États-Unis, 12%, le Japon, 11%, la Corée, je crois que c'est entre 8 ou 9%, et que la Russie, si elle se trouve sous l'Allemagne, l'Allemagne fait à peu près 2% du total mondial des brevets, donc si elle se trouve sous l'Allemagne, se trouve devant des pays comme la France, comme la Grande-Bretagne et comme l'Inde. Donc, ça veut dire que la situation sur les brevets décrit une domination, non pas des États-Unis, mais de la Chine. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en est-il de la réalité? Autrement dit, après vous avoir donné ces chiffres, je voudrais savoir si on ne peut pas les mettre en cause. Autrement dit,
est-ce que toute innovation qui est faite en Russie est nécessairement brevetée? Et on sait que pour des problèmes, je dirais, de droit, la question du dépôt des brevets est absolument centrale aux États-Unis parce que, si vous voulez, il y a une telle peur que d'autres sociétés imitent vos brevets, qu'on dépose un brevet, même si ça ne correspond pas réellement à une innovation pertinente. Donc, c'est la première question. Est-ce que on peut réellement comparer le processus de dépôt de brevet en Russie, aux États-Unis et en Chine? Et au-delà, qu'en est-il de la tentation de très nombreuses entreprises russes de déposer des brevets aux États-Unis et non pas en Russie? Merci. Merci pour votre question, Jacques. Il y a en fait plusieurs questions dedans, toute une série de questions. Je vais tout d'abord répondre à votre remarque. C'est quelque chose que j'ai aussi souligné. Comme les États-Unis, en tant que leader global, s'est fait un leader global dans les années 50-60, il est inutile de l'imiter. Mais il y a des exemples locaux, des réussites, comme en France, Orient 4. Donc, cela a pris plus d'une moitié du marché dans les années 80-90. Si l'on parle de ce leadership technologique, on comprend que cela existe toujours par rapport à des marchés particuliers. Vous pouvez participer à la distribution du travail si vous êtes un leader sur ce marché. Donc, je pense qu'on est on est presque d'accord sur ce point avec vous. Ensuite, en ce qui concerne les brevets, vous avez raison. La part la plus grande, la part majeure des brevets, c'est la Chine. Mais en Russie, si on analyse le nombre des brevets internationaux, cela ne va pas refléter les know-how russes, donc tout ce qui concerne les technologies avancées. À travers cette part des brevets, parce que 70% de ces innovations russes, ce sont les innovations dans l'industrie de défense. C'est secret, ça ne fait pas partie de ces statistiques. Et un autre point, pourquoi telle attention aux brevets? Cela a affaire à la propriété intellectuelle. Et les États-Unis ont gagné ici aussi parce que la propriété intellectuelle étant des actifs et ça peut être utilisé pour, par exemple, avoir un prêt, avoir un emprunt. Donc, c'est une économie qui est basée sur la connaissance. En Russie, cela ne marche pas. Vous ne pouvez pas demander un crédit si vous avez de la propriété intellectuelle. Et c'est quelque chose qui a été considéré par le gouvernement en nombre de sessions. Et d'après ce que j'ai entendu, j'ai compris, c'est un problème que le gouvernement confirme qu'il faut résoudre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut adresser, mais je pense qu'il s'agit surtout d'une histoire locale parce que, quelle que soit la croissance de la propriété intellectuelle en Russie, il y a quand même une limite parce que nos innovations ne s'appliquent pas à un grand nombre de secteurs. Et donc, la Russie n'est pas en leader financier, il n'y aura pas d'afflux de capitaux en Russie à cause de cela. Et les mécanismes qui marchent pour les États-Unis, il y a vraiment un afflux aux États-Unis. En Russie, cela n'est pas possible. Et je voulais également dire sur ce qui nous inquiète à propos du futur, je pense que c'est le modèle
si on parle des brevets et tout, cela ne marche plus. Dans le futur, si la Chine est en leader en brevet aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'ils vont être les leaders en technologie d'ici 200 ans. Parce que si on a cette séparation des deux groupes de technologies, ça veut dire que les marchés vont être moins grands et on va appliquer des nouvelles technologies. Mais la question est, est-ce que ces technologies seront tellement efficaces qu'on pourrait payer à travers ces technologies une nouvelle génération des technologies après 2050? J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, j'ai une petite question. Professeur Frolov. Moi, j'ai une petite question à professeur Frolov. Quand hier, nos collègues ont parlé de la nécessité de développer la production et l'exploitation des véhicules électriques en Russie, un de leurs arguments était le suivant. Dans certains cas, la Russie ne devrait pas essayer de se mettre au niveau des pays leaders parce qu'on n'a pas tellement accès aux nouvelles technologies, mais il faut plutôt rechercher des technologies pas encore très développées dans le monde et devenir un leader dans ces secteurs, dans ces sphères. Y compris, voilà, l'exemple, c'était la production des véhicules électriques, les batteries pour ces véhicules, des ponts de chargement de ces véhicules. Quelle est votre attitude à une telle approche vis-à-vis de la Russie et peut-être d'autres pays en développement? Alors, si je dois être bref, on a l'hiver en Russie. Voilà pourquoi les véhicules électriques en hiver, c'est de l'immobilier. Ce n'est pas quelque chose de mobile. Mais vous avez aussi des bicyclettes électriques avec livraison de pizza là à Moscou. Même si vous regardez ici, à ce moment-là, par la fenêtre, vous allez voir au moins un livreur de pizza avec son vélo électrique ou trottinette électrique, malgré la quantité de neige et le temps qui est assez froid en ce moment. Est-ce que cela ne pourrait pas avoir lieu avec des véhicules électriques? Non, non, c'est très très simple. Vous voyez, si vous avez de l'infrastructure suffisante dans une ville, vous pouvez très vite charger votre véhicule. Alors oui, à Moscou, vous pouvez imposer les véhicules électriques de force. C'est possible. C'est possible dans certaines villes. Mais le territoire de la Russie, le territoire entier, ce serait un peu bizarre. C'est trop cher. On peut le faire. Et il y aura bien sûr une sorte de marché, mais c'est plutôt pour des pays plus chauds, je pense. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que ce qui est important, c'est la base de ressources pour toutes ces nouvelles technologies. Et du point de vue des bases de ressources, ce n'est pas vraiment le sujet de mon intervention, mais tout de même. Avant, on se luttait pour pétrole. Et là, on va se lutter pour le lithium ou pour d'autres métaux qui sont importants, qui sont des ressources pour ces nouvelles technologies. Donc voilà, il y a des coûts militaires même dans certains pays à cause de cette lutte. Donc voici ce qui concerne les nouvelles technologies. L'idée n'est pas mauvaise, mais je suis pas vraiment des personnes qui insistent que les nouvelles technologies remplacent, se substituent aux anciennes technologies. C'était le cas jusqu'à la moitié du XXe siècle, mais là, les technologies coexistent. Il y a une séparation entre elles, une certaine séparation entre les différentes technologies. Si par exemple là on parlait de la croissance
économique et de la politique monétaire. Et je pense que là, l'idée de Eremenko, qui ne considérait pas la croissance, mais considérait la homogénéité de cette pyramide. Parce que si on a un pays qui va essayer de deviner quels vont être les placements les plus rentables d'ici 30 ans, ça va être le pays qui va avoir la plus belle croissance. Et le pays qui est déjà prise par la distribution du travail et n'arrive pas à dépasser cette étape, ce pays n'aura jamais des résultats au-dessus de la moyenne mondiale. Alors la question, comment est-ce qu'on devine? Avant, c'était possible. Avant le début des années 2000, les États-Unis arrivaient à deviner cela. Ce n'est pas parce que ils ont des experts de prévision, mais parce qu'ils achètent les cerveaux partout dans le monde, en Russie, en France, en Angleterre, et après ils vont développer tout ça, comme c'est le cas de Google, sur une échelle plus grande. Ils savent le faire. La Russie, pour l'instant, ne pourrait pas se vanter de pouvoir le faire si la technologie, ces technologies va vaincre en 2050. Je serais ravie. Oui, la Russie n'est pas, je dirais, à l'avant en termes de technologie, mais la digitalisation des démarches bureaucratiques, des démarches quotidiennes est beaucoup plus réussite qu'en Europe et qu'aux États-Unis. Non, je ne sais pas de vous contredire sur ça, mais quel est le résultat? Quel est l'effet de ça? Oui, on a fait ça, mais quel est l'effet? Et il y a une réduction des dépenses, des coûts de transaction des ménages. Mais cela constitue un pourcentage minime du PIB. Oui, j'ai compris. J'ai compris que cette idée de rechercher des technologies perspectives, c'est possible. Ce n'est pas la question de rechercher, c'est la question de les développer sur une échelle plus vaste, parce que si on ne sait pas devenir un leader global, on va vous acheter, vous allez partir en Chine et vous établir en Chine. C'est tout. Merci. Bon, Alors, on Hélène, je n'entend pense pas qu'on Dina. n'a plus de questions et on peut passer à la pause. Bonjour, bonjour, chers collègues. Est-ce que je peux poser encore une question? Sans problème. Задавайте, пожалуйста. Vous pouvez poser la question si vous nous entendez. Можно задать, пожалуйста, задавайте. Oui, Maxime, on attend votre question. Oui, merci. Je voulais poser une question à Igor Eduardovitch. Bonjour, chers collègues. Malheureusement, je ne vois pas Igor, mais j'espère qu'il m'entend. Donc, en fait, vous avez mentionné plusieurs fois dans votre intervention le fait que la conscience a un impact sur le progrès. Par exemple, quand vous avez parlé de la Chine et du fait qu'ils ont implémenté peut-être des modèles de pensée occidentaux qui ont aidé le développement, et vous avez parlé de l'ingénierie. Donc, ma première question est de savoir qu'est-ce que vous pensez sur la façon dont nous pourrions transformer efficacement notre méthode, notre approche? Est-ce que cela se rapporte à l'ingénierie ou alors à d'autres secteurs tels que le management, par exemple, la gestion? Et la deuxième question par rapport à la digitalisation des processus éducatifs. Moi, j'ai travaillé dans ce domaine, dans des sociétés qui travaillent sur la digitalisation de la science. Et nous voyons que ce progrès technologique est basé sur ces outils justement de base de données, des outils numériques, etc. Comment évaluez-vous
la situation actuelle en Russie, du point de vue de cette digitalisation de la science, et est-ce que nous pourrions appliquer une approche écosystème dans ce domaine pour augmenter l'efficacité de notre R&D. Merci. Oui, donc Maxime, vous avez ces deux petites questions, mais si j'arrive à y répondre en 3 minutes, j'aurai le prix Nobel, je pense. Parce que ce sont des questions qu'on pourrait, je pense, discuter beaucoup plus en détail en dehors du séminaire, mais globalement, donc effectivement, quand on parle du baisse de la productivité, on va dire, de la science, c'est lié au fait que les chercheurs du milieu du XXe siècle, ils comprenaient très bien tout le secteur de la science dans lequel ils travaillaient. Donc, par exemple, s'il y a un ingénieur qui venait le voir, qui lui posait une question, il pouvait y répondre. Donc, je ne parle pas d'une personne peut-être individuelle, mais d'un petit collectif de chercheurs, par exemple. Alors que aujourd'hui, on n'a aucun mathématicien qui comprenne toutes les mathématiques. Donc, moi, je faisais mes études dans les années 80. On nous disait, effectivement, à partir de maintenant, vous pourrez comprendre une petite section des mathématiques, mais pas toutes les mathématiques dans leur globalité. Et c'est pareil, par exemple, pour les bases de données. Effectivement, c'est une tentative de sortir de cette impasse, comme en le comprenant aujourd'hui, ou alors on essaye de remplacer les chercheurs par l'intelligence artificielle en ce qui concerne le traitement des données. Mais je pense que c'est possible dans des petits secteurs très localisés. Donc je pense que ça peut aider effectivement les chercheurs, mais dans la compréhension des problèmes du futur, l'intelligence artificielle ne pourra pas vous aider. Il faudra trouver ces réponses par nous-mêmes. Et pour le reste, je pense que nous pourrions en discuter plus tard en dehors du séminaire. Merci.